La chronique de l'innovation, Sophie Val a choisi de nous parler aujourd'hui des imprimantes 3D. Comment fonctionnent-elles et surtout à quoi servent-elles? Mode d'emploi et précision avec ce reportage. C'est une petite révolution qui arrive dans nos salons, les imprimantes 3D. Imaginez que vous soyez capable de fabriquer vous-même de petits objets en plastique à partir d'une simple machine reliée à un ordinateur. Alors pour l'instant, ce sont surtout des passionnés et des bricoleurs qui essayent de maîtriser cet outil. Aussi des informaticiens, comme ici à Trappes. Alors Jonathan Boussoir, merci de nous recevoir ici dans votre bureau. Alors qu'est-ce que vous imprimez aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais imprimer un petit sifflet que j'ai récupéré sur un site de partage d'objets. Vous allez fabriquer ce sifflet avec cette machine? Oui, tout à fait. Combien de temps ça va mettre? Le sifflet, il va mettre 30-36 minutes à être imprimé. Comment ça fonctionne là exactement? On peut décrire les différentes parties de la machine? Oui, donc on vient chauffer du plastique. C'est un peu le même principe qu'un pistolet à colle. Donc, où on chauffe du plastique, on le passe par l'intérieur d'une buse. Donc une petite tête? Une petite tête, et on vient déposer par couches successives du fil fondu. Et au fur et à mesure? Au fur et à mesure, on peut construire un objet en 3D. Voilà, vraiment couche par couche. Couche par couche, oui. On a les 3 dimensions. Oui. On peut fabriquer plein de choses. Vous avez déjà fabriqué un certain nombre de choses. Vous nous montriez ça? J'ai cassé un petit objet. C'est une barre pour mon volet roulant. Donc c'est le support de la barre. Et je l'ai recréé. Voilà, vous avez réparé un objet. Je l'ai modélisé sur l'ordinateur. Ça m'a pris... j'ai mis... Modéliser, ça veut dire que vous créez un plan en 3 dimensions. Voilà. Et après, une fois que je l'ai créé, je l'ai imprimé. Donc cet objet, j'ai imprimé en 1 heure. Et puis il y a aussi des gens qui vous font des petites commandes dans votre famille, par exemple, vous me disiez. Oui, voilà, pour le fils d'une amie, j'ai récupéré un objet qui est un petit camion en 3D, imprimé en une seule fois, avec les articulations, avec les roues qui bougent. Ouais. Alors, tout à l'heure vous me disiez, c'est moi qui ai fait le plan. C'est vrai que c'est pas forcément évident pour tout le monde. Il faut savoir utiliser un logiciel de modélisation. Oui, il faut passer un peu de temps. Il y a des tutos sur Internet, même en vidéo. Et ça prend du temps au départ, mais après, ça devient de plus en plus facile. Et puis sinon, si on ne sait pas modéliser, donc on va sur Internet, il y a des sites qui donnent accès à des plans. Voilà, il y a le site de partage d'objets. Donc il y a d'autres personnes qui ont créé, par exemple, d'autres objets similaires. Et quand on ne sait pas dessiner, on peut les récupérer et on peut les imprimer. Ça, c'est gratuit? Ça, c'est gratuit, oui. Pourquoi? C'est le principe du partage. C'est un peu la logique de la machine, c'est vraiment le partage, tout est en accès libre. Voilà, un peu, tout fonctionne sous Linux, moi je suis sous Linux aussi, donc tous les logiciels sont en open source, en libre d'accès, tout le monde peut l'utiliser. Et voilà. Alors ça donne l'impression que c'est effectivement une petite révolution parce qu'on peut créer soi-même plein de petites choses. Oui. Est-ce que c'est par exemple la fin de l'obsolescence programmée, le fait que nos objets se cassent? Maintenant on va pouvoir les réparer? Oui, on peut les réparer, oui, justement. C'est un peu une petite révolution, mais c'est une révolution, on va dire, dans le domaine de l'industrie, ça existe, la machine 3D existe depuis plusieurs dizaines d'années, mais maintenant, elle devient accessible aux particuliers, pour ceux qui veulent bricoler, grâce à des petits kits, on peut la fabriquer soi-même. Grâce à un prof britannique qui a mis cette imprimante 3D en libre de droit. Donc il y a toute une communauté qui maintenant l'utilise et la modifie, l'améliore. Si on n'est pas très bricoleur, mais que quand même ça nous intéresse, combien ça coûte une machine comme ça? En kit, il faut compter à peu près 500 €. Voilà. Maintenant, la machine montée, il faut compter le double, à peu près. 1000 €? Ouais. On a une bonne machine? Oui, c'est ça, entre 800 et 900 €. Combien de temps ça met à fabriquer si on la fabrique soi-même? Vous l'avez fabriquée vous-même il y a quelques mois? Oui, c'est ça, cet hiver. J'ai plusieurs soirées, plusieurs week-ends. À lire aussi toute la documentation
qui est disponible sur Internet, a commencé à prendre des contacts avec d'autres personnes qui en ont construit une ou qui sont en train d'en construire une pour avoir des renseignements. Au départ, c'est pas évident. Et au fur et à mesure, on arrive. Moi, je pense que j'ai passé deux mois à peu près, avec quelques heures le soir, quelques heures le week-end. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, là-dedans, dans cette machine? De pouvoir réaliser quelque chose de soi-même, et puis en même temps, ça me permet de découvrir toute la partie mécanique, la partie informatique, la partie électronique que je connais déjà par mon métier. Mais donc voilà, ça m'a permis de m'ouvrir sur d'autres horizons. C'est ludique aussi. Voilà, c'est ludique, oui. Ouais. Ludique, pratique. Et alors nous, on a fait un petit test, on vous a demandé si vous pouviez reproduire notre cache micro. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous montrer ce que vous avez réussi à faire? Alors, je l'ai dessiné, je l'ai recréé, je l'ai modélisé. Bon, Oui. pas tout à fait encore bien réglé parce que j'ai des petites craquelures qui sont apparues à la fin de l'objet, dues aux contraintes du plastique que je maîtrise pas encore. Mais on est pas mal quand même. Hein, pas mal, oui. Ouais. Voilà, bon, j'ai peut-être dû faire les arrondis un peu plus grands, mais... Donc ça, c'est parce que vous avez réussi à faire voilà, un plan en 3D, à partir de cet objet-là. Et alors, vous me disiez, il n'est pas tout à fait parfait parce que voilà, la machine, c'est aussi, on fait des essais, il y a des échecs, on recommence. Voilà, on apprend de nos erreurs. Et puis, comme je ne maîtrise pas encore tout, je fais partie d'une association à Rissorangiche, à Planète Science. Et ça m'a permis de rencontrer pas mal de gens, de discuter, de faire un partage d'informations. Et comme ça nous permet justement de progresser et d'avancer tous ensemble. Il y a une petite communauté à Saint-Quentin où ça met du temps à se mettre en place? Saint-Quentin, non, j'ai trouvé encore personne. Voilà, sur Paris, il y a pas mal de personnes et voilà, c'est vrai on fait tous à peu près 50 km pour se réunir pour justement essayer de partager et surtout de s'entraider. Eh ben, merci beaucoup. Je vous remercie de nous avoir expliqué tout ça. Oui, j'en prie. Avis aux amateurs qui viendront vous rejoindre éventuellement? Oui. Sophie, bonsoir. Justement, vous êtes venue avec quelques-uns de ces objets. Juste avant que vous nous expliquiez encore 2-3 choses autour de cette imprimante 3D. Bonsoir également à Nour Elgakin-Louis. Merci d'être venu sur ce plateau. Et à Soumaya également, du collège de l'Agio, qui remet en jeu son prix du trophée d'improvisation, puisque c'est cette compétition d'impro qui se déroule demain, la finale à la Verrière, qui va nous intéresser dans un instant. Pour l'instant, soyez attentifs. On continue à parler de l'imprimante 3D avec Sophie. Tout à fait. Donc, je vous ai effectivement amené des petits objets qui ont été fabriqués par Jonathan Boussoir. Le cache-micro qu'on lui a demandé de faire. Est-ce que c'est solide? C'est le premier test. Vous voulez tester s'il est solide? Écoutez, alors, il a casser. des petits défauts. Hein. On voit qu'il n'est voilà, ça pas commence tout à bien. fait parfait. Vous voyez, j'observe. Il y a des petits trous, mais voilà, c'est parce que ça marche pas du premier coup. Il faut faire plusieurs essais. Ah je l'ai cassé. C'est vrai. Bon voilà. Pour la mauvaise blague, je pourrais dire que j'ai fait mon Patrice Carmouze, mais ça ne lui plairait pas. Voilà. J'ai également amené un petit objet, un jouet qu'il a fabriqué également lui-même. Il a pris des plans sur Internet parce qu'on peut trouver des plans sur Internet. Donc c'est un petit camion. Puis alors il est quand même, je ne sais pas si on peut le voir à l'image, il est quand même assez fin et puis il est fait de plusieurs morceaux. Ici on peut soulever la remorque. Et les enfants peuvent jouer avec. Et les roues roulent effectivement. Les roues on peut jouer. C'est bien ça. Ça tourne. Voilà, bien. Ce que je voulais dire, c'est que c'était assez fin quand même. Très bien. J'ai ramené le petit sifflet également, qui marche. Je vais peut-être pas vous le faire. Non, mais on pourra le donner peut-être pour l'arbitre cette compétition d'impro justement. Voilà, vous allez tester aussi le sifflet. Et puis j'ai ramené aussi ce qu'il ne montre pas, c'est qu'on lui demande parfois de réparer des objets. Là, c'est son papa qui lui a demandé de refaire. Ici, on voit un objet qu'on lui a demandé de faire, c'est la poignée des portes de placard de la cuisine de son papa. Et donc lui, il a refait, vous voyez, à l'identique. On le voit à l'image. Alors là, ça sert à des particuliers, c'est très répandu ou c'est plus pour les professionnels tout de même? Alors effectivement, les professionnels l'utilisaient déjà avant, il y a quelques temps. Ils utilisaient même des grosses machines. Les particuliers, on en a des plus petites. Ça sert en fait, quand on le fait en tant qu'industriel, à faire des prototypes avant de lancer une production à grande échelle. Et donc aujourd'hui, c'est pratique, ces petites machines, par exemple pour les auto-entrepreneurs, puisque vous pouvez vous lancer en achetant cette machine qui coûte pas bien cher, de bonne qualité, vous pouvez en
avoir une pour 1 000 €, un petit investissement, mais Pas quand on est professionnel, c'est pas Ça forcément va, un gros investissement. Et puis ensuite, le plastique, ça coûte pas très très cher, quelques euros pour tous les filaments de plastique qu'on a pu voir dans le reportage. Donc c'est pratique ça pour sert ça. dans différents domaines. Ça sert dans différents d'applications. domaines. Alors par exemple, EADS, la maison mère d'Airbus, qui fabrique ses avions avec des imprimantes en 3D. Alors, mais justement, ils ont décidé de se lancer là-dedans pour la fabrication des différentes parties de l'avion avec des machines en 3 dimensions. Il y a aussi d'autres utilisations qui sont parfois plus surprenantes, voire un petit peu gênantes du point de vue éthique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler il y a quelque temps, aux Pays-Bas, ils ont décidé de se lancer dans la fabrication de viande artificielle. Et avec cette machine, ils ont créé des steaks artificiels. Et oui, ça vous fait rire, mais c'est vrai. Ça pourrait faire une bonne thématique. Ça fait des steaks blancs aussi, parce que j'ai l'impression que tout est blanc. On peut les peindre. On peut faire plusieurs couleurs. Voilà. Il n'avait pas acheté la cartouche couleur pour aller avec, donc c'est que en blanc. Bon, en dehors de cette utilisation un peu insolite, oui, je vous globalement, concède, certains pensent que c'est quand même une 3e révolution industrielle, parce que tout le monde peut créer des objets chez soi, et ça va peut-être permettre de relocaliser la production qui avait été auparavant délocalisée. Vous avez perdu votre oreillette au passage. Mon oreillette, voilà, je vais l'enlever complètement. Voilà, même Barack Obama s'y intéresse. Absolument. Barack Obama, en février dernier, il disait dans un discours qu'il voulait que l'Amérique investisse grandement dans la création des centres d'impression 3D pour relancer l'innovation et la création d'emplois. Alors forcément, d'une bonne idée naissent toujours les mauvaises idées. Il y a des mauvaises utilisations aussi. Hein. Voilà, il y a eu le scandale il y a quelques semaines. Prenez pas cet air sérieux, c'est pas votre faute. Non mais si, c'est un petit peu grave quand même. Une association américaine qui a créé de toutes pièces une arme à feu et qui en plus a mis les plans en ligne. Donc évidemment, il y a des dérives, comme dans toutes les innovations, et il va falloir que la loi encadre cette nouvelle machine. Pour la limiter à l'utilisation de la confection de poignées de portes de cuisine, voilà, pour son beau-père, ça fonctionne mieux. C'est mieux comme ça qu'une arme à feu. Voilà pour cette chronique innovation. Une info juste en plus pour terminer. Une info en plus, le prestigieux prix Gödel. Vous ne le connaissez peut-être pas, mais il récompense des travaux remarquables en informatique théorique. Ça a lieu à Palo Alto, en Californie. Et si je vous en parle, c'est parce que le 3 juin dernier, il a été attribué à un chercheur du laboratoire PRISM de l'UVSQ, l'Université de Saint-Quentin en Yvelines. Et c'est Antoine Joux, qu'on voit sur cette photo, qu'il a reçu. Il a élaboré avec 2 autres scientifiques américains un système de calcul innovant dans le domaine de la cryptographie. Qu'est-ce que c'est la cryptographie? C'est le domaine de la protection des données et des messages. C'est une découverte qui peut avoir pour application, par exemple, celle de permettre de retrouver parmi les abonnés à une chaîne cryptée celui qui a revendu illégalement ses vidéos à d'autres utilisateurs. Merci Sophie, voilà. Merci Sophie pour cette... Ah bah oui, c'est forcément très utile. Merci. Attends, je dis ça, c'est pas gentil pour le chercheur, ceci. C'est juste pour la boutade. Voilà, c'est très important de faire des recherches. Merci Sophie, on vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique.